Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, maintenant, vu comment je m'attaque 100% du côté de la WWE en termes de DVD, et je sais que c'est loin d'être terminé, et que là maintenant, vu comment je suis obligé de vous le dire, je vais dans l'obligation de m'attaquer dans un DVD totalement atypique mais différent, sur un différent format, qui raconte sur quelques matchs, mais aussi sur les finishers. Vous deviez savoir de quoi il s'agit. Si vous ne savez pas, laissez-moi vous le montrer. Alors, The WWE The 50 Greatest Finishing Move in WWE History, en 3 DVD. Alors, il faut savoir, celui-là, je ne l'ai pas trouvé dans un Amazon ou Vinted. Pourtant, j'en avais vu un sur Vinted, mais je ne les ai pas trouvés. Je les ai trouvés sur Cash Express, notamment toujours du côté de Charleroi, ou voilà. Mais je l'ai trouvé dans un Cash Express, celui-là. C'est un magasin où ils vendent plein de films, même parfois des jeux que j'en trouve là-bas. J'en trouve beaucoup là-bas, les rétro gaming, les gaming tout nouveaux, comme les Xbox Series X, PS5, vraiment tout. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quelques vieux trucs. Mais moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ben, je vais le prendre. Et celui-là, il était vraiment pas cher. Je crois qu'il a coûté 1 euro ou 2 euros, je crois. Mais bon, voilà quoi. Donc, voilà, ça raconte sur les histoires des finishers à la WWE. Voilà, comme on voit. Et il est en anglais ou en allemand. Il dure 7h18. Enfin, 18 minutes, quoi. Donc tout cela, il y a le Spear, il y a un genre de choc slam mais on voit pas très bien, un figure 4 leg lock sur le Taker, Cobra clutch sur Randy Orton, sharpshooter sur Shawn Michaels, switch and music, Stone Cold Stunner, 619, et de l'autre on voit pas très bien, mais là, Tombstone Pile Driver, et Pedigree. Et là c'est pareil, Ankle lock, un Spinebuster qui n'est pas forcément un finisher. Et là, on voit qu'il y a tous les noms, et quand je dis tous les noms des finishers. Vraiment tout. What make a great finishing move. Je pense que ça veut dire ça. Oh, désolé si j'ai frappé la caméra. Finisher. Quel est votre finisher? Je pense que ça voulait simplement dire ça. Bon, encore, même si je ne l'ai pas dit, et je suppose que vous n'allez peut-être pas me répondre, mais quel est votre finisher préféré? Voilà, sachez quel est votre finisher préféré. Il y en a qui ont l'habitude de préférer le RKO, le 619, peut-être le Attitude Adjustment, le Batista Bomb, parce que c'est Batista qui fait un Power Bomb, le Spear, parce que Edge fait le Spear, mais après, il n'y a pas que lui, il y a aussi Roman Reigns, il y a Goldberg, Bobby Lashley, bref. Tout ce que vous voulez savoir, bref. Tout. Et dommage, parce que j'ai la feuille avec moi, mais je n'ai pas fait le logo des 50 grandes finishers, parce que voilà, j'ai pas eu le temps, et que j'ai pas envie d'attendre, alors que pourtant je suis du genre très patient. Donc pour le premier DVD, ça se concentre plus sur les finishers. Voilà tout. Donc ils sont tellement petits que je suis obligé de le prendre pour éviter que... Voilà quoi. What make and greatest finisher? Quel est le plus gros finisher? Alors tout d'abord en numéro 50, John Bradshaw Layfield, enfin John Bradshaw Layfield, JBL, avec le Coastline qui est un Coastline from Hell. Le numéro 49, The Big Van Vader, ou tout simplement Vader avec sa Vader Bomb. Numéro 48, The American Dream, Dusty Rhodes, que son finisher c'est Dusty Bionic Elbow. 47, Million Dollar Man Ted DiBiase Senior, et sa prise finish, Million Dollar Dream. 46,
Texas Tornado, Kerry Von Erich. The Iron Claw, ou juste le Claw. Numéro 45. The Ravishing Rickwood avec son Rude Out the Awakening. 44. Lex Luger avec sa Torture Rack. 43. Les Dudley Boys avec leur prise à 2, la Team 3D. Enfin, la prise 3D quoi. Numéro 42, Bam Bam Bigelow avec son Moonsault. 41, DDP, Diamond Dallas Page. Sa prise finish, Diamond Cutter, ou tout simplement le Cutter. Numéro 40, Mick Foley, Dude Love, Cactus Jack, Mankind. Alors le Mandible Claw ou le Mr. Soccer Claw. Mais après moi j'ai ajouté une autre prise, c'est le Double Arm DDT. Même si à travers de cette vidéo dans la sélection, il ne montre pas le Double Arm DDT. Alors pourtant il le fait. Numéro 39, The Honky Tonk Man, Shake, Battle and Roll. Shake, Rattle and Roll, je crois. C'est ça, je pense que ça voulait dire. 37, Tuco Scorpio, le 450 Splash, et bien sûr, il le surnomme Flash Funk. 36, Sting, le Scorpion Deathlock ou le Scorpion Death Drop, qui est un sharpshooter, mais sauf qu'il le montre plus ce sharpshooter que le reverse DDT inversé. 35, pardonnez-moi. Lita Moonsault. 46, Kevin Nash ou The Big Daddy Cold Diesel. Le Jackknife Powerbomb. Jerry the King Lawler, le Pal Driver en numéro 33. 32, Rob Van Dam, RVD, le 5-Star Frog Splash. 31, The Big Show, Shock Slam ou alors le KO Punch, même s'il montre plus ce Shock Slam que le KO Punch. Et pourtant, Kane aussi effectue le Shock Slam, mais aussi le Tombstone. Et pourtant, il figure même pas dans la liste. CM Punk, le GTS, le Go to Sleep. Brock Lesnar, le F5. Bob Backlund, The Crossface Chicken Wing, ou alors tout simplement le Chicken Wing. Dave Batista, ou tout simplement Batista, le Batista Bomb, qui est un Power Bomb. Mr. Perfect Kurt Hennig, The Perfect Plex, ou alors The Hennig Plex, mais moi j'appelle ça The Perfect Hennig Suplex. Kurt Angle, le Olympic Angle Slam, même si c'est plus le Ankle Lock qui me montre en vidéo. Mais moi j'ai ajouté d'autres prises, pardonnez-moi. Chris Jericho, The Lion Dammer, je crois. The Lion Dammer. Alors ça c'est un The Walls of Jericho. C'est un The Walls of Jericho, mais aussi le Code Breaker, même s'il ne montre pas forcément le Code Breaker. C'est moi qui l'ai ajouté. Edge, le Execution ou le Spear, mais sauf que le Execution, il ne montre pas le Execution. C'est plus le Spear qu'autre chose. The Iron Sheik, The Camel Clutch. John Cena, le FU ou le AA, Attitude Adjustment. STFU ou STF, ça c'est moi qui en a ajouté. Pareil pour Brock Lesnar, lui c'est plus la Kimura, même si voilà, il ne le montre pas que c'est en Kimura. Où est-ce que t'es, je m'y perds de tout ça, je m'y perds. Ah ouais, Scott Hall, Razor Ramon, le Razor's Edge. Bill Goldberg, le Spear et le Jackhammer, même si c'est plus le Jackhammer qui nous montre. Rey Mysterio, le 619, ou alors suivi d'un Splash, ou un Hull la Carana, ou un descendre de la cuisse, peu importe de quoi il peut, on va dire, en sortir. Alors, The Road Warriors, Legend of Doom, The Doomsday Revives, ouais, Revives, Sergeant Slaughter, le Camel Clutch, Jeff Hardy, le Twist of Fate ou alors le Sweat and Bomb. Oui, je ne cite plus les chiffres, vu comment, je vais vous dire à quel moment il s'arrête, vu comment je suis passé du 33, du 32, du 31, du 29, du 28, du 27, de 26, de 25, de 24, de 23, de 22, de 21, 20, 19, 18, 17, et maintenant le 16, Bruno Sammartino, The Bear Root, qui est un genre de prise de l'ours.
que j'ai déjà... Ah ben non, j'ai pas cité. Si, si. Non, je l'avais oublié, j'avais oublié. J'avais cité Sergent Slaughter, Jeff Hardy en numéro 14. En numéro 13, Eddie Guerrero, le Frog Splash. En numéro 12, Macho Man Randy Savage, le Elbow from the Top Rope, qui on va dire, descend du coude de la troisième corde. Randy Orton, ben, le RKO, alors le Pun Kick. En numéro 11, Bret Hart, le Sharpshooter, en numéro 10. Numéro 9, Jim de Superfly Snuka, Jimmy de Superfly Snuka, le Superfly Splash. En numéro 8, ben, The Nature Boy Ric Flair, The Figure 4 Leg Lock. En numéro 7, Hulk Hogan Leg Drop. En numéro 6, Shawn Michaels, le Switch and Music, qui est un super kick. Le numéro 4, The Rock Bottom et le People's Elbow. Numéro 3, Triple H et Pedigree. Numéro 2, Undertaker et Tombstone Piledriver. Et numéro 1, Stone Cold Steve Austin et le Stone Cold Stunner. Voilà, tout dit. Et en bonus, ben, il y a X-Pac qui fait le X-Factor, qui est un Facebusters. Booker T, je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté ça, mais le Spinny Rooney, alors que c'est plus le Head Scissor, donc le coup de pied en ciseau. John Morrison, ou Johnny Nitro, The Starship Pain. Scotty 2 Hotty, The Worm. Rikishi, The Sting Face. Shane McMahon, The Coast to Coast. Et Billy Kidman, Shooting Star Press. Voilà tout. Et ensuite, dans le DVD 2, eh ben, Sergent Slaughter qui fait une démonstration de Camel Clutch sur Tony Anthony. Voilà, c'était juste un tout petit match de rien du tout qui n'avait aucun sens, mais victoire de Sergent Slaughter, 2,40. Et par contre, je me suis trompé, c'était à Mid-Atlantic Wrestling Federation, et pas 3 fois WF. Donc je me suis totalement gouré, mais j'ai pas envie de recommencer. Donc, DDT contre The Road of the Reckoning match. Entre Jake the Snake Roberts contre Ravishing Rick Rude. Alors, dans le match, j'ai pas envie de trop en citer plus dans le match. Si ce n'est que je me rappelle que de la technique à l'ancienne. Mais bon, tout ça, j'ai énormément trop dit. Parce que, je vais pas vous le mentir, à force que je dis ce qui se déroule dans le match, je ne prends pas forcément de faire une partie de plaisir, surtout quand je le dis en vidéo, même s'il y en a qui ont besoin de savoir, mais c'est plus un ras-le-bol qu'autre chose, hein, parce que des fois je cite des trucs, je me bloque, c'est comme si, comme moi je parle, eh ben, j'ai l'impression de dormir sur place, et j'ai l'impression que je vous fais dormir, parce que je sais que vous ne me le direz pas, parce que, voilà, vous en battez les steaks. Mais bon, c'est juste important de le citer. Alors, je me rappelle que l'arbitre était KO et que ben, Rick Rude il faisait son Road of the Reckoning sur Jake Roberts, mais sauf qu'il n'y a pas d'arbitre pour officialiser le match. Et je me rappelle qu'il s'est pris une gifle de la part d'une femme qui n'était même pas dans le public, mais aux abords du ring. Et que ça a permis à Jake Roberts de faire un DDT et remporter le match. Vu comment l'arbitre s'est remis de ses esprits, pardonnez-moi si je cadre mal. Et après ça, ben, il célèbre sa victoire, mais bon, que voulez-vous? Donc pour le premier match, j'ai cité 2,40, mais là, c'est un 3,50. Et là, match pour le titre intercontinental entre Mr. Perfect Kurt Hennig contre Texas Tornado, Kerry Von Erich. Alors... Ça aussi, je vais pas faire de prise de tête, même si je pense que Mr. Perfect, notamment, on connaît sa prise, vu comment j'ai cité en premier, et que, pareil pour Kerry Von Erich, il a The Claw. Dans le match, je vais vous dire qui gagne, c'est Texas Tornado, qui remporte le titre intercontinental. Je crois que c'est le nouveau, ou alors toujours champion, de la part de Kerry Von Erich, mais 3,50. Et c'était Dayton, Ohio, le 13 janvier de 1991 ou 91, alors que là c'est au Madison Square Garden du 24 octobre de 1984, 88 pardonnez-moi, donc 1988.
Ah ça c'est la flemme, c'est sûrement la flemme et surtout l'envie de pas trop en dire. Et là, match pour le titre de la WWE, le champion Bret Hart qui met en jeu son titre contre Bob Backlund à Superstars le 30 juillet 1994, ou 94 si vous préférez. Alors c'est là, je vais vous dire ça, c'est là où il bat Bob Backlund dans un, on va dire, petit concours de soumission. On sait que Bob Backlund c'est le crossface chicken wing, alors que Bret Hart c'est le sharpshooter. Donc il n'y a aucun, on va dire, doute là-dessus. Et que c'est pas encore là que Bob Backlund remporte le titre. Même s'il a galéré dans le match à essayer de le faire soumettre, mais il faut pas trop le faire soumettre pour si peu de temps. Vu comment Bret Hart, c'est le chouchou du public, c'est celui qu'on a choisi de miser en avant pour qu'il gagne ses matchs. Donc c'est pas maintenant qu'il perd d'office contre Bob Backlund, car il le bat avec un sharpshooter ou alors dans un compas de technique en faisant des petits paquets, je pense. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je sais que c'est lui qui remporte le match. Et après, à la fin, ben, il se serre la main, il se célèbre avec le public. Après, quand il a voulu refaire ça, Bob Backlund le piège dans un crossface chicken wing. Et son but et son objectif est clair. Il veut le titre de Bret Hart. Donc, voilà. On a compris le subterfuge. Et c'est à 3,60. Je sais très bien que vous en avez marre que je cite tout le temps la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Nom de Dieu. Car je ne peux pas faire mieux. Donc là, c'est match pour le titre du monde par équipe de la WCW, entre les Outsiders, Scott Hall et Kevin Nash, contre The Giant et Lex Luger. Alors dans le match, je vais skipper tout le reste. Tout ce que je me rappelle, c'est victoire de Giant et Lex Luger. Car je crois que, si j'en crois bien mes propos et ce que j'ai bien vu hier, parce qu'il faut savoir que j'ai vu ça hier, le Giant fait un genre de chokeslam sur Scott Hall et ça permet à Lex Luger de faire son torturac pour faire abandonner Scott Hall. Donc c'est là où ils deviennent, ou alors ils restent champions par équipe. Bref, je ne veux plus faire attention à ça, vu comment, voilà, j'ai pas envie trop me prendre trop à la tête. Car pour moi, c'est pas très, très glorieux. Et là, maintenant, ben, je le mets 3,60 encore, voilà. Et là, pour le demi-finale du King of the Ring, Mankind contre Jerry Lawler. Donc, comme j'ai dit, Jerry Lawler, lui, c'est le pile driver. Et Mankind, c'est le Mandible Claw, ou alors le Soko Claw. Je me rappelle qu'il a beaucoup teasé dans le match le Soko Claw ou le Mandible Claw, alors que Jerry Lawler, ben, lui, c'est celui qui il préfère pas trop être dans la confrontation directe. Et que je me rappelle qu'il arrêtait pas aller de mettre sa main dans son froc comme s'il avait chopé un coup de poing américain, mais sauf que c'est plus lui qui serre le poing comme s'il avait quelque chose dans la main, et qu'on ne sait absolument pas. Mais bon, on s'en fiche. S'il adore se faire des touches, ça ne regarde pas. Voilà, sachez, s'il y en a qui adorent se faire des touches, là où je pense, voilà. Moi, ça ne me regarde pas du tout, comme je dis tout à l'heure, et que ça ne m'intéresse pas. Bon. Il a voulu surprendre Mankind, mais sauf que c'est Mankind qui le surprend. Je me rappelle, il faisait un subset flip, Jerry Lawler, mais au moment où Mankind tombe, eh ben, il fait déjà le Mandible Claw, et c'est lui qui est qualifié pour affronter Hunter Hearst Helmsley, Triple H, et spoiler, il perd contre Triple H. Mais bon, voilà, ce match-là, 3,40. Et là, ben, si je suis bien... Et là, c'était à King of the Ring le 8 juin 1997. Et que là, maintenant, on passe à ECW Living Dangerously le 1er mars de 1998 ou 98. Entre Rob Van Dam contre Tuchel Scorpio. Alors là, intéressant, ce match-là. Je ne pense pas peut-être l'avoir déjà noté. Je ne pense pas du tout. Oui, je suis obligé de retirer pour mieux
pour mieux comprendre, parce que si jamais, voilà, si jamais je fixe là, voilà, vous savez que mon écriture est incompréhensive et que rien n'est bien ligné. Mais bon, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire autrement, donc pour ça, je m'en excuse sincèrement, et que, voilà, au moins j'essaie de décrypter la chose. Bon, je me rappelle que Tuco Scorpio et Rob Van Dam ont fait des démonstrations de voltige aérienne, mais que de l'aérienne, mais que, voilà, l'un des deux ne voulait rien lâcher, surtout Rob Van Dam qui ne voulait pas perdre, alors que Rob Van Dam c'était clairement le méchant à la ECW, c'était le petit salaud, alors que on a l'habitude de le voir en Superface. Mais bon, ça c'était toute une autre époque, vraiment que d'une autre époque. Et ce que je peux en dire de plus, ben pas forcément grand chose, si ce n'est qu'il a tenté son 450 splash, c'est moonsault de manière acrobatie sur Rob Van Dam, alors que Rob Van Dam, lui c'est plus des springboard, spin hell kick, springboard light et moonsault. Et à la fin, si je me rappelle bien, Sabu il arrive alors que l'arbitre il fait dodo, alors qu'à la ECW tout est légal. Eh ben, il attaque Tuco Scorpio en le donnant un coup de chaise. Et que ça permet à Rob Van Dam de faire le tomber discretos et de remporter le match jusqu'à ce qu'il continue encore sur son attaque sur Tuco Scorpio avec Sabu. Il sort une table et c'est là où le Sandman arrive avec son kendo, sa clope et sa bière pour chasser les super salauds. Mais bon, voilà, tout est dit. Et ce match-là, 3,70, 3,70 si vous préférez. Et là, ben maintenant, match pour couronner le nouveau champion du monde poids lourd de la WCW, avec comme arbitre Macho Man Randy Savage. Donc les participants sont Ric Flair, Diamond Dallas Page, DDP, Hollywood Hulk Hogan et Sting à WCW Spring Stampede le 11 avril 1999, ou 99 si vous préférez. Ni l'un ni l'autre va remporter le match, à part un seul homme. Tout ce que je me rappelle, Hulk Hogan, je pense qu'il simule une blessure au genou, ou alors c'est une blessure réelle, parce que maintenant, on sait le parcours qu'a eu le Ulster, donc Hulk Hogan. Sa blessure au dos, mais pareil pour ses deux genoux, qui ne s'est jamais réellement guéri de ses blessures internes. Donc moi je me disais, est-ce qu'il simule ou alors tout ça c'est qu'une kayfabe? De toute façon, que ce soit de la simulation ou de la vérité, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Voilà, on a toujours ce petit doute qui plane. Et pourtant, il y a eu des tas de finishers. Scorpion, Death Drop, Deathlock, le Diamond Cutter, le Figure 4 Leg Lock, alors que Hulk Hogan a voulu tenter sa Leg Drop, mais il n'a pas su faire. Même l'arbitre du match aussi, Macho Man, qui a tenté son Elbow of the Top Rope, donc la descente du coude de la troisième corde. Et pourtant, ce sera DDP qui va faire son Diamond Cutter sur Ric Flair et qui remporte le titre. Donc, victoire de DDP, 3,80, je mets ça. Et là, on passe au DVD 3. Et là, je vais aller très direct aussi. Donc, Chris Jericho et The Rock contre Stone Cold Steve Austin et Kurt Angle. Alors, c'était à SmackDown le 15 novembre 2001. Toujours du côté de la WWF. Alors, il s'est passé tas de trucs, vraiment des tas de trucs. Ça a commencé directement de la baston, pas beaucoup de technique, que de la baston. Et après ça, à la fin, Stone Cold, il prend une chaise, il se fait disqualifier avec Kurt Angle, donc c'est victoire de The Rock et de Chris Jericho. Et après, il y a eu des tas d'interventions après le match, comme il y avait, attendez, si je me rappelle bien, il y avait Booker T, il y avait Rob Van Dam, il y avait Shane McMahon, il y avait le Big Show, il y avait qui encore? Kane,
je crois que c'est tout. Un Angle Slam sur le Big Show, je m'en rappelle, et que c'est à ce moment-là où l'Undertaker avait enlevé discrètement, sans que personne s'en rende compte, la chaise. Et pourtant, il était sonné l'Undertaker, et j'avais complètement oublié qu'il était là. J'avais complètement oublié. Alors, un coup qu'il était KO, eh ben, il avait vu que Kurt Angle allait faire son Angle Slam sur le Big Show. Il décide de mettre son pied discrètement, sans que personne s'en rende compte. Bien sûr, il a fait ça par protection. Donc, c'est pour prendre les précautions. Au moins, avec lui, on peut le faire confiance avec l'Undertaker. Et après ça, The Rock fait un Rock Bottom sur Kurt Angle. Et The Rock, il se reçoit un Stunner. Et ça se termine là-dessus. 3,80. Voilà. Ensuite, ben, Brock Lesnar contre... Non, c'est avec Eddie Guerrero contre Rob Van Dam et Bubba Ray Dudley. Lors d'un épisode de Raw le 3 juin 2002. C'était de la domination de la part des heels. Donc Brock Lesnar et Eddie Guerrero. Même si les faces, malgré qu'ils subissent des coups, ils reviennent des fois de temps en temps pour reprendre l'avantage. Mais c'est peine perdue face à Lesnar et à Eddie Guerrero. Je me rappelle un F5, soit sur Bubba Ray ou Rob Van Dam, et ça permet à Eddie Guerrero de faire un frog splash. Donc bien sûr, c'est victoire de Eddie et Brock. Et c'est vraiment de l'ironie, hein, vu comment les deux ont fait équipe, une toute petite équipe, une petite association comme ça, au niveau de un seul match en équipe, et qu'après, en 2004, ils s'affrontent pour le titre mondial. Donc c'est vraiment l'ironie du sort. Hein. 3,60, je lui mets ça. Ensuite, un match sans aucune disqualification. Et la plupart des matchs sont dans la description, vu comment il y en a que j'ai déjà cité. Jeff Hardy et Shawn Michaels contre Chris Jericho et Christian. Alors, c'est victoire de Jeff Hardy et Shawn Michaels. Alors que je me rappelle que Shawn Michaels, il avait été menotté par Christian et Chris Jericho. Et qui se fait déchirer le t-shirt, il se fait retirer sa ceinture pour se faire fouetter avec. Il faut un switch and music sur Shawn Michaels pour récupérer la clé, pour débouler sous le ring pour faire la fête à Christian. Voilà. Que de déroulement de situation, que de l'échauffourée, et ça permet à Jeff Hardy de faire sa Swanton Bomb pour la victoire. Voilà, tout est dit, tout est fait. Et là, maintenant, Bill Goldberg, ou Goldberg seulement contre The Rock, à Backlash le 27 avril 2003. Un show que j'ai déjà, mais que je n'ai pas encore regardé, vu comment il y en a que je dois regarder. Et bien sûr, je ne vais pas trop, on va dire, trop m'attarder dessus. Voilà. Donc, pour moi, ça n'a aucune surprise. C'est victoire de Goldberg avec un spear, 2 spears même, et un jackhammer sur The Rock. Alors que The Rock, il a tenté son rock bottom et People's Elbow, mais ça n'a rien suffi. Mais ça reste victoire de Damen, qui est Goldberg. Mais bon, vous avez compris. Match à élimination, ça 6 hommes. Évolution contre les Dudley Boys. Alors, ce match-là, il est présent dans le coffret de Randy Orton, RKO Out of Nowhere. Donc, tout ce que je m'en rappelle, il y a eu des éliminations dans l'équipe des Dudley Boys, que de l'élimination. Aucun du côté de l'évolution, si j'en crois bien ce que j'ai vu. Tout ce que je sais, Spike Dudley a été éliminé, Devon a été éliminé à cause de Triple H qui a pris le drapeau de la France sur, voilà, sur la tête. Il s'est pris un drapeau français sur la tête. Pardonnez-moi, j'ai parlé de travers. Hein, parce qu'il y avait un comme ça. Et ensuite, ben, je crois que c'est Randy Orton ou Triple H qui termine le travail en faisant un RKO et un pedigree sur Bubba Ray. Donc ça n'a aucune surprise. Victoire d'évolution. Et là, match à élimination. Enfin, match pour le titre féminin et pas à élimination. Qu'est-ce que je raconte? Alors que là, c'était à Raw le 14 juillet 2003. Et là, c'est le 6 décembre 2004. Entre Lita et Trish Stratus. Alors, je l'ai beaucoup cité. C'est là où Trish Stratus arrive avec un masque pour protéger son nez, vu comment elle avait eu un mauvais coup dans le pif. Mais sauf qu'elle va pas non plus garder longtemps son masque. Mais vraiment pas longtemps.
Car je m'en rappelle après un spot terrible de Lita, qu'elle a fait un topé suicidaire et qu'elle s'est retrouvée la tête la première. Et ben c'est à ce moment-là où elle décide de retirer, de mener son attaque, un check kick manqué, The Stratusfaction qui ne va pas passer non plus. Et ça permet à Lita de faire un Twist of Fate et un Moonsault pour devenir la nouvelle championne féminine de la WWE. Et voilà tout. Donc, comme j'ai dit, la plupart seront en description. Aucune évidence. Et là, match à 4 éliminations pour devenir le challenger numéro 1 au titre du monde poids lourd de la WWE. Entre Shawn Michaels, contre Randy Orton, contre JBL, contre Chris Jericho. À Raw, le 29 décembre. Oh merde, 2008, je l'ai oublié de citer, mais je sais bien que c'était en 2008. Alors, le premier éliminé, c'était Chris Jericho. Et après ça, Shawn Michaels, il élimine... je crois qu'il élimine Randy Orton. Et à la fin, il ne restait plus que Shawn Michaels et JBL. Et il faut savoir, à propos de Shawn Michaels, il jouait de la gimmick... enfin, bien sûr, c'était une storyline, mais quelqu'un qui n'a plus une thune, mais qui doit nourrir sa famille. Et qu'il doit subvenir à ses besoins pour faire des trucs, certes, qui ne sont pas très nets, pas très catholiques, mais il se doit de le faire car c'est dans son seule obligation, son seul devoir. Et que JBL insiste de le faire coucher au sol pour qu'il remporte le match. Un truc que Shawn Michaels ne voulait pas au début, mais après, il va perdre grâce à un Cousin from Hell. Et c'est donc JBL qui est qualifié pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Mais pour ça, il fallait passer par John Cena. Et spoiler, il perd contre John Cena. 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Oui. Et là maintenant, match à 4 hommes pour le titre du monde poids lourd. Undertaker contre Batista, contre Rey Mysterio, contre CM Punk à Bragging Rights. Le 25 octobre 2009. Alors, c'est victoire de l'Undertaker d'office, alors que je me rappelle qu'il y avait une petite dispute entre Batista et Rey Mysterio, alors que la rivalité qui avait fait un tout petit peu parler d'elle, c'était l'Undertaker et CM Punk, même si c'était pas non plus exceptionnel. Mais bon, le Deadman s'en est sorti, et à la fin, ils n'ont pas montré, mais à la fin, on sait tous, Batista fait une promo en disant qu'il en a marre, que son propre meilleur ami, qui est Rey Mysterio, le poignard dans le dos, entre guillemets, qui lui vole la chance, et que pour ça, eh ben, il souhaite de le décapiter. Il souhaite de l'arracher la tête, et qu'il ne rigolait pas. Et après, c'est là où il mène son attaque contre Rey Mysterio, en disant qu'il était censé être son meilleur ami, et pas censé le trahir, à ce qu'il pensait. Mais bon, ça donne l'envie de détester Batista, mais avoir de l'empathie et d'affection pour Rey Mysterio. Mais bon, on le sait tous. En description, ce match-là. Et en dernier, match à 6 hommes à élimination pour devenir le champion de la WWE. Et c'était à Night of Champions le 19 septembre de 2010. Donc Randy Orton contre Sheamus, contre John Cena, contre Edge, contre Wade Barrett, contre Chris Jericho. Oui, j'ai un peu écorché son nom, mais c'est pas grave. Alors, le premier à être éliminé, c'est Chris Jericho. Et je m'en rappelle, un coup qu'il a été éliminé en premier, eh ben, je me rappelle l'expression faciale de John Cena, Randy Orton, Edge, Sheamus, et aussi Wade Barrett, en disant « Quoi, il était pas censé... » L'air de dire « Mais il était pas censé gagner ?» Tout le monde le regarde, en fait. Et Chris Jericho, comme un con, il se dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas pu perdre. Non, c'est pas possible. » Et il rentre dans le vestiaire comme s'il allait pleurer, mais sauf que voilà, il simulait. Et après ça, celui qui va être éliminé, ce sera Edge par John Cena. John Cena va se faire éliminer par Wade Barrett parce que la Nexus était pas loin dans les parages. Et après ça, Randy Orton, ben, il élimine Wade Barrett. Et du coup, il restait plus que Randy Orton et Sheamus. Et spoiler, c'est Randy Orton qui bat Sheamus en le faisant un RKO, encore une fois, et qui remporte le titre de la WWE. Voilà, sans aucune surprise. Et que maintenant, j'ai déjà tout dit, même si j'avais oublié de mettre le logo, mais bon, je prendrai du temps à l'écrire. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps.
et que même si je n'ai pas non plus trop pris du plaisir à citer tout ce qu'il y avait dans le match, mais bon, j'ai pas envie vous ennuyer et m'emmerder à ce point-là, mais bon, voilà, il faut le faire avec ce qu'on a. Le documentaire, les matchs et l'ensemble, enfin, le documentaire, les matchs et bonus, l'ensemble, c'est pas non plus le coffret que j'attendais le plus, même s'il y a des finishers assez stylés, je le reconnais, mais très peu pour moi. Je lui mets un 3,70. 3,70, je lui mets ça. Je sais, vous attendez à plus, mais je lui mets ça par des raisons. Et que voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère, et j'espère de tout cœur que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.